Merci beaucoup à tous d'être avec nous cet après-midi. On est très content de pouvoir vous parler d'un peu effectivement de l'évolution de l'environnement de travail. On va voir qu'il se virtualise et qu'en fait, on va peut-être tout droit, sans le savoir, vers le métaverse. Donc, je suis Marie-Hélène Briens, je travaille chez Orange Business Services et je suis en charge de développer la proposition de valeur d'Orange Business Services sur ce sujet. Et bonjour, je suis Morgane Boucher, en charge des activités réalité augmentée, réalité virtuelle et métaverse, le mot un peu clé en ce moment. Donc, Orange Business Services, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça, accompagne les clients dans cette transformation de l'environnement de travail numérique. Et je pense qu'on peut tous dire que ça fait 2 ans qu'on ne s'ennuie pas. Et il y a quelque chose de très important qui s'est passé, qui a été la virtualisation accélérée de cet environnement. Alors, si on regarde un petit peu ce qui se passe depuis quelques temps, donc on prend plusieurs pas de recul, là, on prend quelques dizaines d'années de recul, et puis on se dit comment est-ce que notre environnement de travail s'est transformé. Alors, je ne suis pas historienne, je regarde des séries. Ce que je peux constater, c'est qu'on a fait un certain nombre de choses, comme par exemple remplacer des documents papier par des fichiers électroniques. Je pense qu'on n'est plus très nombreux à avoir des grandes armoires avec des gros fichiers papier dans nos bureaux. On a remplacé certaines réunions par des réunions téléphoniques déjà, puis visio ensuite. Et tout ça, ça a été déjà le début de la virtualisation de notre réalité au travail. La virtualisation, ça n'est ni plus ni moins que de remplacer un objet ou une personne par sa représentation numérique pour interagir avec. Cette virtualisation, je viens de le dire, elle a démarré depuis un gros moment. Mais ce qu'on a tous vécu, ce qu'on a tous vu, c'est que ça fait 2 ans que ça a sacrément accéléré. Alors je vais vous parler de 2 aspects de cette virtualisation. Je vais vous parler de la virtualisation de la collaboration et de celle du poste de travail. Mon slide est d'accord avec moi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans le monde merveilleux de la collaboration ? Juste en 2 mots, pour vous expliquer ce qu'on fait sur ce sujet chez Orange Business Services, on se positionne comme intégrateur. Donc on aide nos clients à choisir les bonnes solutions, et souvent ce n'est pas juste une solution, mais un écosystème, qu'on intègre dans leur environnement existant et qu'on essaie de faire marcher pour eux, pour leurs utilisateurs, au moment du build, au moment du run. Je vous dis ça parce que du coup, les partenaires que vous voyez à l'écran sont des gens avec lesquels on travaille, dont on connaît les technologies et qu'on apporte en fonction des besoins clients dans les écosystèmes, dans vos écosystèmes. Ces plateformes, je suis sûre qu'il y en a au moins une, ou si ce n'est 2, que chacun d'entre vous a vu exploser dans vos propres usages, dans vos entreprises. Vous les connaissez, il y a des choses qui ne sont pas très nouvelles. Google Workspace, alors ça a évolué, mais ça existait avant la crise, évidemment. Klaxoon, c'est peut-être un peu plus récent, peut-être que tout le monde ne l'utilise pas encore. C'est un premier changement de travail. On a virtualisé le tableau blanc avec Klaxoon. Je vais vous donner juste un chiffre pour vous dire comment ces plateformes elles ont explosé. Alors, des chiffres, il y en a plein Internet, je vais vous en donner juste un. Microsoft Teams a été créé en 2017. À la fin de l'année 2017, ils avaient 20 millions d'utilisateurs actifs quotidiens. Ce chiffre est passé à 145 millions en 2021. La moitié de ces nouveaux utilisateurs ont été acquis entre 2020 et 2021. Explosion totale. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, l'histoire ne s'arrête pas là. Alors, Microsoft a changé son mode de mesure des utilisateurs actifs, donc on ne peut pas complètement comparer, mais cette évolution, en fait, elle continue et le nombre d'utilisateurs continue. Et pourtant, vous me direz, quelque part, l'urgence de la crise où il a fallu mettre tout le monde en télétravail et quand même arriver à bosser ensemble, là, ça y est, quand même, elle est un peu derrière nous. Donc, cette expansion, elle continue. Elle continue pour les raisons que vous avez sur le slide donc à ma droite, donc votre gauche. La première, je ne vais pas toutes les passer en revue, vous les connaissez, je vais prendre une première tendance très forte, c'est celle évidemment du travail hybride. Je ne reviens pas dessus, on en a beaucoup parlé, vous savez très bien ce que c'est. Ce que je voudrais dire, c'est qu'on a tous, on l'a redit à l'instant sur la table ronde, on constate que le retour au bureau, c'est pas follement fluide, quoi. Voilà, les gens ne reviennent pas finalement tant que ça, ils bossent pas mal chez eux. Plein de raisons à ça. Mais il y en a une, je ne suis pas sûre qu'on en parle assez, c'est le fait que quand vous travaillez avec ces plateformes-là, la richesse fonctionnelle à laquelle vous avez accès, elle est finalement meilleure que celle que vous avez dans la vie réelle. Si vous faites une réunion sur Teams, c'est une réunion en anglais, vous ne parlez pas très bien anglais, hop, sous-titre en français. Vous avez besoin de faire le compte-rendu de la réunion. Alors, si vous êtes dans la salle avec tout le monde, vous grattez comme un dingue, là, vous avez la transcription. Il y a des startups qui se montent, qui font les comptes rendus automatiques des réunions.
Il y a des startups qui font même l'affectation automatique des points d'action à la fin des réunions. Tout ça, c'est parce que ces réunions se passent sur ces plateformes. Donc ça, c'est un premier exemple du bon sens humain qui fait qu'on se dit que finalement, cette réunion qui est virtuelle, elle n'est pas si mal que ça. Ça pose une première question, du coup, de quelle est la valeur de la réunion dans le monde réel. Et c'est une question qui va revenir beaucoup quand on parlera de métaverse. La deuxième tendance que nous on constate beaucoup chez nos clients en ce moment, et qui fait que ces outils à nouveau sont vécus comme extrêmement pratiques, c'est tout ce qui va permettre de rapprocher l'expert du client. Vous savez, le client appelle parce qu'il a un problème ou une question, ou le vendeur appelle un client. Donc vous êtes, j'en sais rien, sur votre solution de contact client, très bien, vous discutez, et là, bim, une question, un problème, quelque chose, et vous avez besoin d'un expert pour régler ce problème. Si vous êtes connecté à cet expert, que vous savez le trouver facilement sur Teams, Google Workspace ou que sais-je, vous répondez en temps réel à votre client. Donc, encore un exemple où ce travail virtualisé, il abolit tellement les distances qu'il vous rend plus efficace et améliore votre expérience client. Puis la dernière chose que je voudrais dire, ou encore un exemple où finalement ce travail virtuel, il a peut-être des promesses encore probablement inexploitées qui vont nous amener à l'apprécier encore davantage, c'est le travail asynchrone. Alors, travail asynchrone, je pense que vous en avez entendu parler. Qu'est-ce que c'est, en 2 mots? Je suis chez moi, je ne suis pas interrompu, je me concentre sur un document que j'ai à rédiger, une présentation que j'ai à faire, un code que j'ai à développer, etc. Comme je ne suis pas interrompu, je suis beaucoup plus productive. Jusque-là, tout va bien, c'est très simple. Alors, certaines entreprises ont décidé que ce travail asynchrone, c'était tellement, productif, et agréable pour les employés qui en sont demandeurs, qu'elles allaient passer en totalement asynchrone. Alors, vous avez même une plateforme, ça vous amuse, vous irez voir, qui s'appelle weareasync.com. Et c'est une plateforme d'un certain nombre de start-up et de scale-up américaines qui promettent, c'est une une plateforme de recrutement, donc vous allez chercher sur cette page web des postes dans ces boîtes qui sont des postes 100% asynchrones. Donc, voilà, c'est des employeurs qui vous disent, vous venez travailler chez moi, 100% asynchrone. Alors, c'est une question d'outils. Je pense qu'on va revoir tous les sujets qu'on connaissait un peu, tout ce qui est GED, tout ce qui est moteur de recherche, etc. On va les voir revenir certainement sur le devant de la scène. Aujourd'hui, on a l'intelligence artificielle qui va apporter énormément de richesse sur ce type de solution. Et donc, on peut supposer que ça va prendre de l'essor. J'ai en tête un exemple. Alors, je peux pas le dire sur la place publique. C'est une licorne française. Je peux pas vous dire quel secteur parce que sinon vous allez deviner laquelle. Aujourd'hui, c'est une start-up. Quand elle recrute, sa première étape de recrutement, elle vous envoie un email. Elle vous pose 3 questions qui sont pas spécialement difficiles. Je sais pas quoi, votre motivation, ce que vous pensez de l'entreprise, etc. Et elle vous donne 4 jours pour répondre. Vous répondez. Et ils vous font un petit débrief, ils sont d'accord, pas d'accord, etc. Et en fait, ce qu'ils font quand ils font ça, c'est qu'ils regardent si vous savez vous exprimer à l'écrit. Pourquoi ? Parce que c'est une start-up, une licorne, qui est complètement en asynchrone. Ils ont très peu de réunions. Quand il y a une réunion, il y a un compte-rendu, tout le monde doit pouvoir le consulter, y compris en n'ayant pas été à la réunion, en comprenant ce qui a été dit, en pouvant prendre des actions derrière. Donc ça impose de savoir, évidemment, s'exprimer à l'écrit. Voilà, donc un peu 3 exemples, 3 tendances qui montrent que virtualiser la collaboration, ça a quand même des gros bénéfices et ça peut expliquer très certainement l'engouement sur ces plateformes. Donc, pourquoi est-ce qu'on fait tout ça ? Pourquoi est-ce qu'on va tous là-dedans ? Et honnêtement, c'est unanime. Tout le monde, très peu d'entreprises ont dit stop le travail hybride, tout le monde au bureau. Je l'ai quasiment jamais vu. Les bénéfices, vous les avez sur le slide aussi, évidemment. On va chercher de la productivité, on va chercher de la satisfaction employée. Et Dieu sait qu'en période de guerre des talents, c'est quand même un peu important. On va chercher aussi de la capacité à innover. Alors, et ça va être contradictoire avec ce que vous avez entendu juste avant, donc je vais vous expliquer pourquoi innover, c'est un vrai sujet sur la collaboration. On a un client, et ça c'est public, je peux vous donner le nom, qui s'appelle Mondelez. Alors Mondelez, je ne sais pas si vous connaissez le nom de l'entreprise, mais vous connaissez leur marque. Ils ont Lu, Cadbury, Oreo, donc c'est une boîte américaine qui fait des produits de snacking. Énorme boîte, 80 pays, 80 000 salariés, et plein de marques, plein d'entités différentes les unes des autres. Et finalement, chacun avait un peu sa solution. Alors, qui avait, je sais pas quoi, Skype, qui avait son PABX, Alcatel, etc., etc. Et là, ils se sont dit, on a besoin que les gens puissent travailler ensemble, collaborer tous ensemble, et avec un gros enjeu autour de l'innovation. Et donc, ils ont fait ce qu'ont fait énormément de grandes entreprises multinationales, et je pense que beaucoup de gens dans la salle ont fait la même chose.
ils ont dit, OK, on passe tout le monde sur Microsoft Teams, on recentralise un peu le modèle opérationnel, on l'homogénise et on permet à tout le monde de travailler ensemble. Lui peut travailler avec Oreo, Cadbury peut travailler avec Chips Ahoy, etc. Voilà sur la collaboration qui se virtualise, le pourquoi et pourquoi ça va continuer. Le poste de travail, je vais essayer d'aller un peu plus vite. Le poste de travail, vous savez ce que c'est, hein, c'est le terminal sur lequel vous et puis vos équipes et vos collègues travaillez. C'est quelque part, c'est un élément physique. Cet élément physique, il embarque des applications, etc. Et lui aussi, il se virtualise énormément. Alors là, juste pour vous donner une preuve de ça, depuis le début de l'année chez Orange Business Services, donc on accompagne la virtualisation du poste de travail d'un certain nombre de nos clients, ou le Move to Cloud, je ne vais pas rentrer dans le... Aujourd'hui, au premier trimestre 2022, notre chiffre d'affaires sur ce domaine-là a fait plus 38%. Voilà. Donc c'est que quand même, c'est un vrai sujet en ce moment. Alors pourquoi ? Parce que là aussi, cet objet qui, quelque part, est le dernier bastion de la réalité du travail, et ben lui aussi se virtualise. Il se virtualise pour plusieurs raisons. Vous les avez aussi sur le slide. Je vais les commenter. Je vais pas les commenter toutes. En fait, je vais surtout regarder la première. Le travail hybride à nouveau. Quand vous travaillez en hybride, il y a une différence fondamentale, c'est que vous n'avez pas le collègue à côté de vous à qui vous pouvez demander comment marche tel process ou telle application. Et donc, ça veut dire qu'il faut appeler quelqu'un, ou il faut appeler le support si vous avez un problème technique, etc. Et donc, il y a un gros engouement sur tout ce qui est AI Ops. Okay, donc, la capacité à poser une question à mon ordinateur, il me la règle pour moi. Donc, déjà, on a la virtualisation du support. Et ça, c'est les gens qui le veulent, hein, parce que ça va plus vite. Et vous avez, cet AI Ops fonctionnera d'autant mieux qu'en fait, votre poste de travail est dans le cloud. Donc, premier driver. Deuxième driver, la semaine dernière, j'étais à Munich sur un événement client d'Orange, et puis j'en parlais avec des clients, et je disais alors, qu'est-ce qu'on pensait de la virtualisation ? Et un client néo-zélandais qui m'a dit, avec un grand sourire, avec des étoiles dans les yeux, il m'a dit, ça y est, c'est enfin le anytime, anywhere, any device. Et ça, on l'entend beaucoup en ce moment. Donc, beaucoup de BYOD, hein, bring your own device, c'est-à-dire la capacité pour un salarié, qui potentiellement est souvent à distance, d'acheter son propre laptop, de se débrouiller pour le réparer s'il a un problème, et puis pendant qu'il a un problème, ma foi, il emprunte celui de son conjoint, de sa conjointe, et il peut travailler pendant quelques jours. Quelques exemples, donc voilà, assez rapides, de pourquoi est-ce que le poste de travail se virtualise. Les avantages que vous avez à cette virtualisation, vous les avez aussi sur le slide. Et j'avais un cas client à vous présenter, mais j'ai beaucoup débordé, donc je préfère passer la parole à Morgane, qui va vous expliquer comment cette virtualisation, elle est loin d'être au bout de son histoire. Merci Marie-Hélène. En effet, donc on a parlé beaucoup de virtuel, merci. Et donc maintenant, chez Orange, on essaye aussi de se préparer au coup d'après. Et donc forcément, vous avez dû entendre parler de Metaverse. Alors, un petit peu de contexte, c'est vrai que le Metaverse, on en parle beaucoup, parfois un peu trop, et on est conscient de ça chez Orange, et on a essayé de gratter un petit peu pour essayer d'évacuer un peu toute la mousse du concret et du business, et de l'impact sur les usages et sur le futur du monde du travail. Et alors, pour commencer, avant de rentrer dans le détail, on doit déjà un peu poser la définition de ce Metaverse, ou de ces Metaverse. Il n'y a pas vraiment de définition académique, donc je vous ai donné quelques mots-clés ici. Un monde virtuel partagé en 3D qui est au croisement entre le réel et le virtuel et qui serait potentiellement décentralisé et qui serait la somme de tous les environnements virtuels et toutes les technologies virtuelles que sont un casque de réalité virtuelle, une lunette de réalité augmentée ou même un simple web ou un smartphone. Et tout ça pourrait être une forme de transition vers ce nouveau Web 3, donc l'évolution du Web 2.0. Et en fait, quand on cause un petit peu, on voit déjà qu'il y a des débuts d'expériences de Metaverse aujourd'hui, beaucoup dans le monde du jeu vidéo et beaucoup dans le secteur de la jeunesse, mais on voit que le secteur entreprise commence déjà à s'intéresser au sujet, à faire des tests et à apprendre de cette première étape qui va nous permettre de passer à l'étape suivante. Et on voit déjà des éléments de changement de paradigme, notamment sur la notion d'identité et donc forcément de sécurité. Qui va certifier demain que telle personne est bien notre collègue et pas une tierce personne qui aurait hacké le visage ou l'avatar de notre collègue? Donc c'est des questions comme ça qu'on se pose et qu'on essaie de travailler avec des startups et les équipes d'Orange Innovation du groupe Orange. La notion d'expérience, forcément, l'hybridation dans le secteur du travail, c'est un ensemble de choses qu'il faut prendre en compte. Tout d'un coup, là, cette écriture de l'expérience du salarié, eh bien, c'est une nouvelle forme d'expérience. On doit écrire cette nouvelle grammaire qui va faire que on retrouve cette interactivité, cette collaboration et que tout ça est productif. Et enfin, cette notion de digital goods, puisque tout d'un coup, tout devient virtuel. Et donc,
nos attributs personnels, qui les gère, comment on les intègre et comment je vais pouvoir rajouter des éléments sur ma personne, sur la façon dont je m'habille, potentiellement. Peut-être que demain, dans un codir chez OBS, chez Orange Business Services, je voudrais apparaître d'une telle façon ou d'une telle façon. Donc comment je vais gérer le fait de pouvoir me customiser un peu à la volée, tout ça avec la sécurité, la certification, que c'est bien Morgane Boucher qui est en train de parler. Et puis enfin, plein d'enjeux, des enjeux éthiques, très clairement. On en revient encore, c'est des questions de sécurité. Chez Orange, on a une grosse division sur la cybersécurité. Les enjeux dans les mondes virtuels sur la cybersécurité vont être clés, puisque au-delà des datas et des données qu'aujourd'hui on peut laisser en naviguant sur les réseaux, demain il va s'agir de datas qui sont liées à nos émotions. Alors on a parlé tout à l'heure dans les ressources humaines, tous les enjeux en ce moment que l'on voit. Demain, ces émotions-là sont autant de soft skills qui vont devoir être analysées, calculés, stockés pour nos clients. Et puis enfin, bien sûr, les nouveaux devices et ces questions d'interopérabilité sur lesquelles les opérateurs télécoms sont bien nos faits, puisque c'est un élément clé pour nos clients. Juste pour donner un peu plus de perspective, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup ce buzz aujourd'hui sur le metaverse. Et aujourd'hui, on va dire que c'est beaucoup sur le grand public et c'est beaucoup de jeux vidéo. Donc là, plutôt à gauche, donc sur l'écran. Mais en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est ce qui va se passer après. Puisque quand on parle avec les écosystèmes et notamment les grands acteurs de ce monde-là, on voit que cette notion d'immersion dans un monde totalement synthétique n'est qu'une étape. Et que la finalité de ce metaverse avec un grand M, qui serait interopérable, ouvert, inclusif et responsable, il serait plutôt sur la base d'une interface qui serait notre réel et dont nos sensors, nos lunettes, nos caméras seraient notre navigateur pour naviguer dans cette interface du réel. Et donc nous, chez Orange, on croit beaucoup à cette vision et cette évolution du monde. Et je vais vous donner un petit peu quelques exemples après sur ces deux phases et comment le secteur du monde du travail peut adopter ces différents usages en cours. Une petite définition très rapide pour aussi distinguer, lorsqu'on parle de Metaverse et de Web3, j'essaye un petit peu très simplement et très humblement, de mettre le Web3 dans une catégorie plutôt qui serait la partie back-office. C'est un peu tout ce qui est lié au protocole, donc décentralisé ou centralisé, l'avenir nous le dira. Et puis, on voit apparaître aussi des nouvelles monnaies qui vont permettre du coup d'exister dans ces mondes. Ce qui nous retenons, surtout chez Orange, c'est au-delà de la technologie, c'est surtout le client entreprise, le client grand public. Et on note deux éléments saillants. Le premier, c'est la transparence. On sent un besoin maintenant de plus de transparence. Ça, c'est le premier élément. Et le second élément, c'est l'ownership, puisqu'on pense que maintenant les clients veulent avoir une totale maîtrise de toutes les datas qu'elles génèrent pour pouvoir elles-mêmes les partager ou les monétiser à leur souhait. Et puis bien sûr le metaverse qui est plutôt la partie visible, la partie interface avec cette notion d'avatar, d'interactivité et bien sûr de storytelling et de gameplay. J'insiste sur le mot gameplay parce que c'est qu'on n'a pas beaucoup l'occasion de parler de jeu, du mot jeu dans le secteur de l'entreprise, mais c'est un élément quand même qui est en train de se propager dans l'industrie, dans les industries, puisque toutes les grammaires et toutes les mécaniques d'engagement, on a parlé d'engagement tout à l'heure lorsqu'on parlait de ressources humaines, engager un collègue, c'est aussi lui raconter une histoire et l'engager dans l'entreprise, dans son travail. Et le gameplay est un élément marketing et presque stratégique pour pouvoir amener à ça. Et tout ça, on parle d'espaces partagés, donc d'expériences collaboratives essentielles pour le futur du travail. Alors voici deux exemples, deux approches. L'approche du haut, c'est en gros ce qu'il y a aujourd'hui, donc des mondes synthétiques en silo. On voit déjà des solutions virtuelles totalement immersives, basées sur la réalité virtuelle, donc avec le casque de réalité virtuelle, et qui proposent de re-scénariser une expérience d'une réunion collaborative. Donc là, c'est une scène, et on pense que ça va durer quelques temps. On voit, ce sont des avatars qui sont cartoonisés, donc pas forcément photoréalistes, mais on voit déjà que la technologie permet d'avoir cette approche très photoréaliste aujourd'hui, et c'est cette étape-là qui va arriver après, quand vous voyez l'image du bas, où là on est plutôt sur une approche d'un monde augmenté, où ce sont
l'environnement du réel qui est notre interface et des avatars plutôt photoréalistes qui viennent chez vous ou alors vous qui allez chez vos collègues ou dans le lieu du travail virtuel, ce qui pose aussi là encore plein de questions, des questions de réseau, des questions de faible latence. On sait que pour que ces interactions humaines puissent s'opérer et être totalement efficientes, il faut une très faible latence, il faut un très bon débit et bien sûr une sécurisation de l'ensemble pour assurer la bonne expérience pour les équipes. Et une fois encore, donc le futur du travail est by Meta. Donc Meta, bien sûr, est un acteur. Donc Facebook est un acteur central aujourd'hui dans le domaine de l'immersif, même si il y a d'autres acteurs, bien évidemment. Hein, Microsoft, on sait que Google travaille sur des projets de ce type-là. Mais l'intérêt, et pourquoi je m'arrête sur cet exemple-là pour finir, c'est que c'est déjà ici, ça existe déjà. Nous sommes sur des casques qui déjà sont en vente. Chez Orange, on va distribuer certains de ces casques-là. On collabore avec ces équipes-là pour essayer d'imaginer un petit peu comment demain on va pouvoir accompagner nos clients dans ces futures expériences autour de la collaboration dans le monde du travail. J'ai eu cette semaine l'occasion de faire mon premier codir avec le reste de mes collègues de mon codir dans le virtuel. Et pour être tout à fait transparent, j'ai eu le sentiment que c'était beaucoup plus efficace parce que déjà on n'avait pas nos téléphones entre nos mains, donc on n'était pas dérangés. Le langage corporel qu'on a un peu oublié avec cette étape Teams distancielle où on a juste nos faces face à l'écran, eh bien c'est extrêmement important puisque ça permet plus de fluidité, ça permet aussi plus d'empathie. Hein, on dit souvent que la réalité virtuelle c'est une machine à empathie. Donc lorsqu'on pense à des problématiques de recrutement, etc., c'est essentiel de se mettre aussi à la place de nos collaborateurs et donc du coup cette immersion procure ça. Une meilleure écoute, une meilleure disponibilité et du coup une meilleure efficacité. Une fois encore, la sécurisation de ces discussions dans ces mondes virtuels va être clé pour les années à venir, notamment, et on pense que tout ça va aller assez vite. Je vous invite à tester. Je pense qu'il n'y a rien de mieux que de tester et apprendre sur tout ça. Ça peut être un petit peu disruptif et un petit peu perturbant par certains moments, mais on arrive à détecter des choses qui sont extrêmement positives. Je parlais d'empathie, je pense que c'est un élément un peu saillant, et on pense que ces environnements-là vont se développer. Ils ne remplaceront jamais, bien sûr, le réel et l'humain, qui reste vraiment central, mais c'est une forme un petit peu adapté de ce que l'on voit aujourd'hui et des différentes périodes de confinement que nous avons eues, avec ces outils qui sont un petit peu froids, un peu distants, en 2D, où là, on va permettre plus d'engagement et plus d'interaction entre les individus. Logiquement, j'ai fini, j'ai tenu le créneau du timing. Ah oui, voilà, juste pour finir, et après je m'arrête là. Le groupe Orange a, pour détecter et scanner tout cet écosystème, puisqu'on est sur des environnements qui sont extrêmement vastes, extrêmement morcelés. Nous avons investi dans un fonds d'investissement qui s'appelle The VR Fund, qui a la particularité d'être basé en Asie et aux États-Unis, de rencontrer plus de 1000 startups par an, et ça nous permet du coup d'avoir un accès un petit peu privilégié à cet écosystème-là, autant dans le secteur très technique que dans le secteur des devices, qui aujourd'hui existe dans le secteur entreprise. Et donc voilà, donc c'est aussi un moyen de participer à l'écosystème et de comprendre quels sont les enjeux de demain. Et en étant au plus proche des gens qui investissent dans ces startups-là, nous nourrissent considérablement pour accompagner nos clients. Merci beaucoup. Et peut-être un petit mot pour conclure. Ça, on le voit déjà aujourd'hui. Donc je fais un petit retour d'expérience sur ce qu'on voit dans les projets de nos clients. Moi, je pense que ça va rester vrai demain, quand on regardera ces technologies-là, qu'on se demandera comment les utiliser. Il y a 3 choses qui sont vraiment très importantes quand vous menez une transformation, et notamment une virtualisation de votre environnement de travail. La première, c'est qu'il faut regarder vos personas. Et ça, on voit trop de clients qui, attirés par une nouvelle technologie, se disent comment je déploie la technologie et zappent un peu cette étape. Et ça prend du temps. Il faut parler aux gens, il faut les interviewer, il y a des méthodologies. Et ça va permettre plein de choses. Ça va permettre de s'assurer qu'on n'a pas mal compris un travail ou des modes de fonctionnement de certaines personnes dans l'entreprise et que ce qu'on leur fournira sera adapté. Ça permet de faire des catalogues de services qui sont plus adaptés. On en parlait avec certains d'entre vous un peu plus tôt aujourd'hui. Ça c'est important. Ça permet notamment de faire des coûts. Ça veut dire qu'on n'a pas pour tout le monde des solutions trop disantes. C'est quand même pas mal. Et puis ça permet une autre chose, c'est que souvent quand on est dans une direction technique ou une direction du système d'information, on est vu comme des gens très techos, qui sont un peu les seuls à comprendre ce qu'on fait, etc. Et on n'est pas toujours dans la meilleure position pour gagner le buy-in des autres stakeholders.
Et ça, vous avez dû tous le vivre. Quand on va changer le poste de travail de tout le monde dans l'entreprise, surtout en ce moment, il faut aller convaincre un peu tout le monde, discuter avec tout le monde, les RH, le directeur opérationnel, etc. Quand vous faites des personas, vous donnez la chance d'avoir ce buy-in avec ces gens-là. Donc ça, c'est le premier truc, vraiment s'intéresser aux gens. Il y a des méthodes pour ça, vous pouvez vous faire accompagner ou pas, mais il faut prendre le temps de le faire. La deuxième, c'est que la qualité d'expérience, elle est critique. Et ça passe par les infras. Morgane l'a mentionné. On a vu beaucoup de clients qui se sont lancés dans des déploiements de Teams, par exemple, et puis d'un seul coup, ah mince, mon LAN, ah mince, mon accès au cloud. Et donc il faut prendre le temps de le faire parce que la qualité d'expérience, si elle est mauvaise, je ne vous fais pas un film, hein, c'est tout le monde qui est un peu déçu. Et puis, la dernière chose, c'est qu'il faut penser à l'accompagnement et à l'adoption des employés, en fait. Et ça va être encore plus vrai, je pense, dans le métaverse. Il faut avoir les bons dispositifs pour ça. Il faut le réfléchir aussi à l'avance, ça fait partie du change management. Voilà pour le petit retour d'expérience. Merci. Merci Marie-Hélène et merci Morgane. À quelle échéance on va voir tous des lunettes oculaires dans les bureaux, des lunettes. Moi j'ai déjà. Moi aussi, mais elles sont en réalité normales. Il y a un acteur, c'est 10 ans. Il y a un acteur qu'on attend et qui va accélérer le marché. Et voilà, on attend peut-être 2023. Mais ça va prendre du temps. Je pense que c'est encore quelques années. Quelques années avant que ça se démocratise. Bien. Écoutez, il me tarde de les essayer. Merci à vous deux.